Imagine que tu sois forcé de vivre dans un monde impitoyable, un monde sans mur pour te protéger du froid glacial, ni toit pour te mettre à l'abri d'une pluie qui tombe sans relâche. Un monde où tu es la créature la plus faible et la plus lente, entourée de bêtes féroces, aux crocs comme des dagues et aux griffes d'acier, alors que toi, tu n'as que ta peau fragile et ta peur permanente. Comment un être aussi vulnérable peut-il tenir debout? Comment ce petit être terrorisé, qui se cachait dans l'ombre, est-il devenu le maître absolu de cette planète immense? Ce n'est pas seulement une histoire d'un passé lointain, c'est la plus grande épopée de toute l'existence, l'histoire du sang et du feu, l'histoire d'un esprit qui a vaincu les muscles, d'une volonté qui a dompté l'impossible. Dans ce voyage, nous remonterons le temps jusqu'à une époque si ancienne que l'être humain y semble presque étranger, pour assister aux moments décisifs qui ont changé notre destin à jamais. Il y a plus de 2,3 millions d'années, les plaines d'Afrique de l'Est étaient une mer d'herbes vertes à perte de vue, sous un soleil brûlant qui ne semblait jamais s'éteindre. Ces terres ressemblaient à un paradis, pleines de vie et de richesse. Des troupeaux de zèbres broutaient en silence, des girafes géantes s'étiraient vers les grands acacias. Mais cette beauté cachait un autre visage, terrifiant, car la mort guettait derrière chaque roche, derrière chaque arbre. Dans ce monde-là, il n'y avait aucune place pour les faibles, ni pour les hésitants. Les lions étaient plus grands et plus féroces que ceux que nous connaissons aujourd'hui, et les hyènes se déplaçaient en bandes organisées comme des armées, cherchant la moindre occasion de déchirer et de tuer. Au cœur de ce théâtre sanglant vivaient nos ancêtres les plus anciens, de petits êtres appelés Homo habilis, l'homme habile. Ils n'avaient presque aucun avantage physique, de petite taille, à peine 1,50 m, le corps mince couvert d'un léger duvet, le visage mêlant des traits de primates et d'humains. Ils n'avaient ni griffes pour se défendre, ni vitesse pour fuir les prédateurs. Leur journée se passait à chercher les restes abandonnés par les bêtes. Ils vivaient en marge, se nourrissant de racines dures, de fruits secs, attendant avec patience et peur que les lions finissent leur festin pour voler quelques miettes. Et un jour, dans une journée ordinaire sans rien de spécial, quelque chose se produisit. Une chose simple en apparence, mais immense dans ses conséquences. Un instant qui a déplacé l'axe de l'histoire et de la vie sur Terre. L'un de ces premiers humains était assis près d'une rivière, fixant un grand os laissé par des carnivores. Un os rempli d'une moelle grasse et précieuse. Il savait qu'au cœur de cette coque dure se trouvait un trésor d'énergie. Mais ses dents faibles ne pouvaient ni le briser, ni l'ouvrir. Il regarda la pierre volcanique noire qu'il tenait, puis l'os, et, dans un rare éclair d'inspiration, il décida de faire ce qu'aucun être vivant n'avait fait avant lui. Il saisit une seconde pierre et frappa la première de toutes ses forces. Des éclats tranchants jaillirent, une arête coupante se forma, quelque chose que la nature, seule, n'avait pas produit ainsi. Ce n'était pas simplement une pierre cassée, c'était la première fabrication de l'histoire. Pour la première fois, l'esprit modelait la matière afin de servir un but précis. Avec cet outil rudimentaire, il put casser l'os, atteindre la moelle, découper la viande qu'il lui était impossible de mâcher avec ses dents plates. Cet éclat de pierre fut comme une clé magique.
Il ouvrit à l'humain l'accès à des sources de nourriture nouvelles, riches, inimaginables jusque-là. Et ce changement alimentaire n'était pas une simple amélioration. C'était un carburant qui déclencha une révolution biologique dans le corps et le cerveau humain. Les protéines et les graisses abondantes permirent au cerveau de grandir, car le cerveau est un organe vorace, affamé d'énergie. Sans cette nourriture, il n'aurait jamais pu prendre de l'ampleur. Et plus le cerveau grandissait, plus l'intelligence augmentait, plus les outils s'amélioraient, ce qui apportait encore plus de nourriture. Un cercle d'évolution accéléré. Les outils cessèrent d'être des pierres. Ils devinrent une extension de la main et de l'esprit, une arme contre les ennemis, un instrument de survie. Mais le plus grand défi n'était pas seulement la faim, c'était la peur de la nuit et le froid qui tombait à chaque coucher du soleil. Des centaines de milliers d'années passèrent et un type humain plus avancé apparut. Homo erectus, l'homme debout, marchant plus droit, avec davantage d'assurance. Pourtant, la nuit restait un cauchemar. Dès que le soleil disparaissait, les bêtes prenaient possession du monde et le froid devenait un ennemi mortel qui pénétrait jusqu'aux os. Le climat changeait violemment et les nuits glacées fauchaient des vies sans pitié, laissant les humains trembler dans des grottes sombres. Le feu existait dans la nature. Il tombait du ciel sous forme d'éclairs brûlant les forêts ou jaillissait du sol sous forme de lave. Comme les autres animaux, l'humain fuyait le feu avec terreur, le voyant comme un monstre destructeur qu'on ne pouvait ni approcher ni dompter. Mais, peu à peu, la curiosité humaine commença à vaincre la peur instinctive. Il remarqua que les prédateurs s'écartaient du feu, que la chaleur dissipait le froid, que la lumière repoussait l'obscurité. Les premières tentatives furent timides et dangereuses. Voler une flamme d'un incendie, puis essayer de la maintenir vivante en ajoutant des branches. Une responsabilité écrasante. Si le feu s'éteignait, le froid et la peur revenaient. S'ils s'étendaient, ils pouvaient anéantir la tribu entière. Mais l'instant décisif arriva le jour où l'humain apprit à créer le feu lui-même, faire naître l'étincelle en frappant la pierre ou en frottant le bois. Il ne fut plus l'esclave des circonstances naturelles. Il devint capable d'appeler la chaleur et la lumière quand il le voulait, un pouvoir que nul être avant lui n'avait possédé. La maîtrise du feu ne transforma pas seulement la vie, elle transforma encore le corps humain plus profondément que jamais. L'humain se mit à cuire sa nourriture. La viande cuite est plus facile à digérer, plus sûre, plus riche en énergie pour moins d'efforts. Cela contribua à réduire la taille des intestins et de la mâchoire et à rediriger l'énergie disponible vers le cerveau, qui continua de croître et de se complexifier. L'humain devint plus intelligent grâce au feu. Les repas demandèrent moins de temps, laissant plus d'heures pour réfléchir, inventer, communiquer. Autour de ce feu sacré, la vie sociale telle que nous la connaissons naquit. Avant, la nuit était le temps du sommeil, de la peur et du silence. Désormais, elle devint le temps des récits, du partage, de l'union. Les anciens racontaient aux enfants les lieux de chasse, les plantes comestibles, la sagesse des ancêtres, tandis que les flammes dansaient. Le feu transforma un groupe d'individus luttant pour survivre en une communauté liée qui ressentait sécurité, appartenance et chaleur intérieure.
Avec le feu et les outils, l'horizon s'élargit. Et dans l'esprit humain, la question éternelle apparut. Qu'y a-t-il là-bas, derrière ces montagnes lointaines, là où le soleil se couche, des terres meilleures, une chasse plus abondante? Rester en Afrique n'était plus facile. Climat instable, population en hausse, ressources plus rares. Il fallait bouger. Il fallait un pas courageux vers l'inconnu, un pas qui allait ouvrir la plus grande expansion de l'histoire du vivant. La migration ne fut pas un plan dessiné sur une carte, mais un élan de survie, une poursuite des traces d'animaux. Des groupes d'Homo erectus avancèrent vers le nord, traversant des passages étroits entre continents sans même comprendre qu'ils quittaient leur berceau. Ils atteignirent la péninsule arabique et le Levant, affrontant des environnements totalement nouveaux. Déserts, montagnes, rivières puissantes. Chaque pas était une aventure, chaque jour une épreuve. Au fil des millénaires, l'humanité se dispersa. Certains partirent vers l'Asie, d'autres vers l'Europe, une terre de glace et de froid. Et là, dans ces régions glaciales, un type humain singulier évolua, adapté au gel, l'homme de Néandertal. Petit, mais d'une puissance musculaire énorme, os épais, thorax large, nez massif pour réchauffer l'air. Ce n'était pas une brute stupide, contrairement au mythe. C'était un chasseur habile, capable d'affronter le mammouth. Mais sa domination n'allait pas durer, car un autre visiteur arrivait du sud et allait changer les règles. En Afrique, alors que d'autres lignées se développaient, apparut, il y a environ 300 000 ans, un nouvel humain, Homo sapiens, l'homme moderne, notre ancêtre direct. Son arme la plus forte n'était pas dans ses muscles, mais dans sa tête, un cerveau capable d'imaginer, d'innover, de communiquer avec une langue complexe. Et lui aussi quitta l'Afrique par vagues successives, emportant outils plus fins et culture naissante. Quand il atteignit l'Europe, la rencontre tant attendue eut lieu. Sapiens face à Néandertal. Ce ne fut pas une simple rencontre, mais un choc de monde, une compétition féroce pour des ressources limitées. Était-ce une guerre sanglante? Un fragile coexistence avec des échanges et des unions? Les recherches ADN modernes révèlent un secret. Nous portons tous des fragments de gènes néandertaliens, preuve que nos ancêtres se sont rencontrés et parfois mêlés. Mais la fin fut tragique pour ces cousins puissants. Leur nombre diminua lentement. Peut-être pas seulement à cause des combats, mais aussi parce que Sapiens savait coopérer, s'organiser en grands groupes, partager l'information, former des alliances. Tandis que Néandertal vivait souvent en groupes plus petits, plus isolés. Avec le temps, Sapiens prit les meilleurs territoires de chasse, repoussant Néandertal vers les marges. Jusqu'à la disparition du dernier, il y a environ 40 000 ans. L'homme sapiens resta seul sur scène. Il remporta la bataille de la survie et devint le maître de la terre. Mais cette victoire n'était pas une fin, c'était le début d'un âge nouveau, celui de la créativité. Au cœur de la lutte apparut un changement étrange. L'humain se mit à aimer des choses inutiles sur le plan pratique, la beauté, les symboles, l'ornement. Il ne fabriqua plus seulement des armes, il grava des motifs sur les lances, il créa des colliers de coquillages et de perles. C'était le signe d'une naissance intérieure, la conscience de soi, la naissance de l'artiste dans le chasseur. Cette révolution culturelle nous distingue réellement.
Nous ne sommes pas seulement des machines biologiques, nous cherchons du sens. Nous interprétons le monde avec des histoires et des mythes, et dans les grottes profondes, loin de la lumière du soleil, nos ancêtres ont laissé des messages éternels, des peintures d'animaux gigantesques, de chasses épiques, réalisées avec une précision stupéfiante. Imagine l'artiste, lampe de graisse animale à la main, rampant dans un couloir étroit, mélangeant les pigments avec de la terre et du sang, déposant ses traces sur la roche froide pour capturer l'esprit de l'animal. Ce n'était pas une décoration, c'était un acte sacré, un rite pour dialoguer avec les forces invisibles de la nature. La grotte devint un temple, une galerie, et la tribu une unité spirituelle. Et pourtant, cette dimension spirituelle n'existait pas sans une organisation quotidienne stricte. La vie n'était pas le désordre. Chacun avait un rôle, de l'enfant au vieillard, comme des engrenages dans une machine dont le but suprême était la continuité de la vie. Approchons-nous encore. Vivons une journée avec eux, dans une vallée du sud de la France, il y a 15 000 ans. Avant l'aube, le froid est à son maximum, l'obscurité couvre tout. Dans la grotte, les corps se serrent sous des peaux d'ours et de cervidés. Un seul veille, le gardien du feu, les yeux fixés sur les braises, ajoutant une branche quand la lumière faiblit. Car le feu est le cœur de la grotte. S'il meurt, l'espoir meurt avec lui. Quand la première lueur arrive, la tribu s'éveille lentement. Les hommes vérifient leurs armes, touchent les pointes de pierre. Les femmes allument de petits foyers, préparent d'un petit déjeuner de viande séchée et de racines. Pas de luxe, l'estomac vide n'attend pas, et la journée sera longue. Aujourd'hui, alerte spéciale. Les éclaireurs ont repéré un troupeau de mammouths. Chasser un mammouth n'est pas une promenade, c'est une bataille contre un char vivant. Les chasseurs planifient, pas d'improvisation, car une erreur peut signifier la mort écrasée sous des pas gigantesques. Chacun doit connaître sa place. Pendant ce temps, femmes, enfants et anciens travaillent. La cueillette des fruits et racines est la source la plus stable de nourriture. Les femmes connaissent chaque plante, distinguent d'un regard le poison du remède, héritage de générations. Puis vient le moment du piège. Le groupe se divise, certains se cachent, d'autres provoquent la panique, poussent le troupeau, crient, poussière, sol qui tremble, lances lancées de partout. L'objectif n'est pas de tuer pour tuer, mais de vivre. Quand le mammouth tombe enfin, ce n'est pas la fierté qui domine, mais le respect. Le retour est une fête. Personne ne dormira affamé. La flamme montera haut. Les champs couvriront la vallée. Leur vie est un cycle, faim et satiété, peur et sécurité, mort et vie. Ce monde semble loin, mais il est le socle de notre civilisation. Chaque invention d'aujourd'hui, du smartphone à l'avion, plonge ses racines dans ces instants. Briser la pierre, c'est la mère de la technologie. Allumer le feu, c'est la mère de l'énergie. Quitter l'Afrique, c'est la naissance de la mondialisation. Nous sommes des Homo sapiens en costume, avec le même cerveau, les mêmes peurs, la même soif d'appartenance. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Elle n'a jamais été une ligne droite. Elle est faite de tournants. Et la suite est encore plus étonnante. Comment les sociétés grandissent, comment la langue devient un outil de pouvoir, comment l'imaginaire devient plus fort que le réel. Nous entrerons dans l'univers des mythes,
des croyances, des secrets cachés sous la terre depuis des millénaires. Car quand les hommes partent chasser, la vie au camp ne s'arrête pas. Un autre travail commence, silencieux mais vital. Les femmes ne sont pas des attendantes. Elles sont des expertes, avec une carte mentale de chaque vallée, sachant quand mûrissent les fruits, où se cachent les tubercules. L'erreur est interdite. Confondre un champignon délicieux et un autre mortel, c'est parfois la différence entre un repas et une tragédie. Les enfants, eux, vivent une enfance rude. Pas d'école. La nature est la classe. Le danger, le professeur. Ils apprennent que pleurer sans raison attire les prédateurs, que s'éloigner du feu la nuit peut être fatal. Le jeu devient entraînement. Poursuite, cachette, observation des traces, apprentissage des langues de la forêt. On apprend par la pratique. Une erreur enseigne un cours qu'on n'oublie jamais, parfois le dernier. Avec l'hiver européen, une tâche devient vitale. Fabriquer des vêtements, pas une question de style, mais un bouclier contre le froid. L'aiguille en os fut une révolution. Elle permit des habits ajustés qui gardent la chaleur. Imagine une femme près de l'entrée, perçant une peau de reine, faisant passer un fil fait d'intestins d'animaux. Des heures pour un seul vêtement, mais un vêtement qui sauve la vie. Et non, tous ne vivaient pas dans des grottes. Dans les plaines sans relief, ils bâtirent des maisons en os de mammouth, crâne comme base, côte comme charpente, peau comme couverture. À l'intérieur, un foyer central, un trou pour la fumée, une famille serrée autour de la flamme. Un témoignage de la capacité humaine à plier le monde à ses besoins, même en construisant un abri avec les restes de la mort. Malgré la dureté, l'humain n'a pas perdu son humanité. Au contraire, les traces archéologiques montrent de la compassion, des soins. Des personnes gravement handicapées ont survécu longtemps, preuve que la tribu les portait, les nourrissait, partageait avec eux, non par intérêt, mais parce qu'ils étaient des nôtres. Voilà l'essence de l'humain. Aimer et protéger sans attendre de retour. Ils expérimentèrent aussi des soins, plantes médicinales, remèdes, arrêt du saignement, soulagement de la douleur. Il existe même des indices de chirurgie rudimentaire, amputation, trépanation, et certains ont survécu, mais la mort restait inévitable. Et pourtant, avec l'éveil de la conscience, les funérailles changèrent. On enterra les morts avec des objets, des pigments rouges, des ornements, comme pour un voyage. Cela révèle une pensée spirituelle, refuser l'idée de l'anéantissement total. Puis, les histoires naquirent. L'esprit du grand-père dans l'étoile polaire, les esprits dans la forêt, les récits partagés qui unissent un peuple. La mort devint un événement culturel, un ciment identitaire, et l'art explosa sur les parois. Ce que l'on voit dans les grottes n'est pas un simple gribouillage, c'est le cri de la conscience humaine. Je suis ici, je ressens, je vois. Les mains qui découpaient la viande apprirent à tenir les pigments. Et dans les profondeurs, là où la lumière ne va pas, l'humain grava son immortalité. Quand on entre dans ces grottes sacrées, ce n'est pas seulement l'obscurité qui saisit, c'est l'impression de pénétrer l'esprit de nos ancêtres. Imagine-toi rampant dans un tunnel, une lampe vacillante, puis, soudain, une grande salle. Bisons, chevaux, cervidés, rouges et noirs, et ocre comme un film sur pierre. Certains artistes utilisaient les reliefs de la roche pour donner du volume. D'autres dessinaient
un animal à 8 pattes pour créer l'illusion du mouvement à la lumière tremblante. Un cinéma préhistorique. Alors, pourquoi si profond? Parce que ce n'était pas de la décoration, mais un rite. Le silence, l'isolement, l'obscurité faisaient partie de la magie. Les parois étaient vues comme une frontière entre notre monde et celui des esprits. Peindre l'animal, c'était appeler son esprit pour garantir une chasse abondante. Et puis, il y a ces empreintes de mains, si humaines qu'elles nous bouleversent. La main posée sur la roche, le pigment soufflé, laissant une silhouette négative, un message à travers le temps. J'étais ici, je suis humain, comme toi. Petite main d'enfant, grande main d'adulte, parfois des doigts manquants. Quand nous posons nos mains près de ces traces aujourd'hui, c'est comme une poignée de main à travers les millénaires. Tout cela témoigne d'une grande révolution cognitive. Il y a environ 70 000 ans, l'humain devint capable de pensées abstraites, symboliques. Le monde cessa d'être seulement matériel. Il devint chargé de signification et cette capacité de croire à des histoires communes. Mythes, totems, esprits, permit la coopération à grande échelle. Voilà l'arme la plus puissante, non pas le muscle, mais l'imaginaire partagé. Et au cœur de tout cela, la langue. Elle ne surgit pas complète, mais grandit lentement jusqu'à devenir un outil immense. Elle permit de transmettre des savoirs, d'organiser, de planifier, mais aussi de tisser le social. Les études le disent, parler des autres, des alliances, de la confiance, du danger, a renforcé les liens et permis au groupe de s'agrandir. Dans ces sociétés, le chaman prit un rôle central, médiateur, soigneur, artiste, interprète des rêves. La musique aussi était essentielle, des flûtes en os, des rythmes, des chants, une transe collective où les individus se fondent dans un seul corps émotionnel. Leur vie n'était pas seulement survivre, elle était célébrée, racontée, donnée du sens. Et c'est là que notre regard change. Ils n'étaient pas primitifs dans leur esprit. Ils ressentaient, aimaient, planifiaient, imaginaient. Comme nous. La différence, c'est la technologie. Mais eux possédaient une autre technologie, sociale et spirituelle, qui leur a permis de vivre longtemps en équilibre avec leur environnement. Avec le temps, les tribus se croisèrent. Des réseaux d'échanges transportèrent coquillages et pierres rares sur de longues distances. On échangeait des objets, mais aussi des idées, des techniques, des histoires. Le monde se reliait lentement. Et l'humanité se préparait au prochain saut. Nous arrivons au bord de la fin du Paléolithique, l'âge qui a sculpté nos instincts, nos peurs modernes, nos excès, notre besoin d'appartenir à un groupe. Tout cela est un écho. Nous étions là, nous avons partagé le feu, nous avons peint, nous avons chassé. Cette mémoire n'est pas effacée, elle est gravée dans notre ADN. Et maintenant, une question. Que reste-t-il de tout cela? Comment cette histoire peut-elle éclairer ta vie d'aujourd'hui? Nos ancêtres nous ont laissé une carte de survie. Pas seulement pour l'eau et la nourriture, mais pour comprendre ce que signifie être humain. Dans la dernière partie de notre récit, nous rassemblerons les fils, les leçons payées par le sang, la sueur, l'endurance. Imagine-toi assis face à ce chasseur ancien, une flamme entre vous. Que te dirait-il de tes angoisses, de ta course derrière l'éphémère? Peut-être sourirait-il, montrerait-il les étoiles ou la main peinte sur la paroi?
et te confierait un secret simple, oublié par ceux qui vivent trop en sécurité. Nous voici devant les dernières braises d'un voyage de 2 millions d'années. Nous avons vu un être fragile devenir le maître du monde. Mais à quoi sert cette histoire si nous n'en tirons pas des leçons? Première leçon, l'innovation est une bouée de sauvetage. L'humain n'avait ni croc ni vitesse, mais il a utilisé son cerveau. Face à l'os dur, il n'a pas maudit le destin. Il a créé l'outil. Aujourd'hui, nos défis ne sont pas des lions, mais des difficultés économiques, sociales, psychologiques. Le principe reste, celui qui se fige s'éteint, celui qui invente ses outils survit. L'innovation n'est pas un luxe, c'est une mentalité de survie. Deuxième leçon, la force de la tribu, la coopération. Seul, l'humain était condamné. Chasser le mammouth demandait une coordination parfaite. Notre époque glorifie l'individu, mais l'histoire montre que la vraie force vient d'un réseau. Amis, équipe, communauté. L'isolement est un ennemi. La puissance, c'est la main qui te relève. Troisième leçon, transmettre le savoir, allumer le feu, connaître les plantes, c'était de la science apprise. Un seule génération qui retient l'information et tout s'effondre. Aujourd'hui encore, le savoir qu'on ne partage pas meurt. Sois comme la grand-mère près du feu, transmet, raconte, enseigne. Quatrième leçon, le courage devant l'inconnu. Ils ont quitté l'Afrique sans carte, sans certitude, et pourtant ils ont avancé. Rester dans la zone de confort, c'est une mort lente. Les grandes réussites viennent après un saut dans l'obscurité. Cinquième leçon, l'âme, l'art, le sens. Même affamés, ils ont peint, dansé, créé. Ils savaient que la beauté nourrit l'esprit. Nous oublions cela et devenons des machines. Reviens à l'art, à la nature, à la contemplation. Décore ta grotte, non seulement avec des objets, mais avec des souvenirs, des significations, de l'amour. Et voici mon opinion. Nous plaignons l'homme préhistorique, mais peut-être possédait-il ce qui nous manque. Il vivait relié à la pluie, au vent, au rythme du monde. Nous vivons dans des boîtes, séparés de la nature, connectés à des écrans froids. Il affrontait le danger, mais il ne portait pas toujours l'anxiété chronique de notre époque. Il savait sa place dans la tribu, dans le cycle, dans le grand souffle. Peut-être devons-nous retrouver l'équilibre, remplir nos cœurs avant nos poches, vivre plus présent. Ce n'est pas un appel à retourner dans les grottes, c'est un appel à récupérer des valeurs humaines fondamentales. Tu peux être médecin, ingénieur, entrepreneur au XXIe siècle, avec l'esprit d'un chasseur solidaire. Utilise la technologie, mais n'oublie pas, la chaleur vraie ne vient pas d'un écran, elle vient du regard d'un être aimé. Et nous arrivons à la fin, de la première pierre frappée en Afrique, jusqu'à la voix que tu entends maintenant. Toute l'histoire, guerre, invention, récit, n'est qu'un détail dans la grande marche. Toi, qui écoutes, tu es le résultat final. Tu portes le sang des survivants. Tu n'es pas comme quelqu'un d'ordinaire. Tu es une merveille biologique, une chaîne ininterrompue de vie. Le flambeau est dans ta main. Le futur est cette terre inconnue à explorer, comme l'ont fait tes ancêtres. Comment vas-tu poursuivre l'histoire? Qu'iras-tu dessiner sur la paroi de ta propre grotte pour que les générations futures le voient? Si cette épopée a réveillé quelque chose en toi, ne la garde pas pour toi.
Partage-la avec ta tribu, tes amis, ta famille. Et n'oublie pas de t'abonner pour nos prochaines traversées du temps. Dis-moi en commentaire, quelle partie t'a le plus marqué? Le courage du chasseur face au mammouth, la beauté de l'artiste dans la grotte ou la chaleur de la famille autour du feu. Je lirai vos réponses avec passion autour de notre feu numérique. À bientôt dans une autre histoire, un autre temps, une autre aventure.